2024 sur les chapeaux de roue pour BMW avec le renouvellement de sa meilleure vente, la GS, la moto de 500 cm3 la plus vendue au monde, une machine qui s'écoule à plus de 6000 unités par an sur le marché français, toutes versions confondues. Ce best-seller devient R1300 GS avec, comme prévu, une augmentation de ses performances, mais également une diminution de son poids et de la sophistication en croissance également. Est-ce que cette nouvelle 1300 GS répond-elle aux attentes que nous avions soulevées dans notre dossier vidéo consacré à sa devancière, la R1250 GS? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo motoneige.com. Et pour mieux mesurer les évolutions proposées par cette nouvelle R1300 GS en 2024, quoi de mieux que sa devancière, la R1250 GS, pour étalonner et d'abord visualiser les différences. Des différences d'abord d'ordre visuel, sur la partie avant notamment un changement profond d'identité sur la GS. Bye bye l'optique asymétrique des précédentes générations et bienvenue donc à cette optique en forme de X à LED. Et on note d'une manière générale l'abandon progressif de l'asymétrie dans la gamme moto BMW, aussi bien sur les optiques que sur la carrosserie, comme ce fut le cas autrefois, notamment sur la première génération de la sportive S1000 RR. Au-delà de cet aspect purement esthétique, on se rend également assez rapidement compte qu'il y a une différence de gabarit. La nouveauté est plus compacte, plus menue, elle est moins imposante visuellement et pour cause, elle a perdu 12 kg. Je rappelle que la précédente génération pesait 249 kg quand la nouvelle affiche 237 kg, soit peu ou prou le poids de la première génération avec le flat à refroidissement liquide en 2013. Ce poids plus contenu lui permet de faire la nique à sa grande rivale anglaise, la Tiger 1200, sa seule adversaire avec une transmission finale par arbre à cardan. Car, bien entendu, sur cette GS, les fondamentaux sont conservés. Ok, il n'y a plus l'optique asymétrique. Par contre, on a toujours le train avant non conventionnel avec le télélever, une transmission par cardan qui apporte le confort par rapport à l'entretien. Et on a, bien entendu, ce moteur en position transversale avec les cylindres à plat face à la route. Autre évolution qui concourt à rendre cette nouveauté plus menue, c'est au niveau du cadre. Auparavant, sur les R1250, nous avions un cadre treillis tubulaire avec une partie arrière mécano-boulonnée. Alors, ça lui donnait un style indestructible. BMW est revenu là-dessus avec un cadre qui est toujours en deux parties, toujours en acier sur sa partie avant. En revanche, nous avons une partie arrière en aluminium. Alors, aluminium, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte de la légèreté, des formes un petit peu plus harmonieuses visuellement. En revanche, ressouder une coque arrière en aluminium lorsque vous serez dans la pampa, ça sera mission impossible. BMW a également retravaillé l'accessibilité de sa moto. Pourquoi? Parce que la GS, c'est quand même un sacré morceau, si vous me permettez. C'est une moto haute, assez volumineuse, d'autant qu'on a des guidons larges et des hauteurs de réservoir conséquentes. Et bien ce réservoir, justement, les formes ont changé, il est plus évasé. L'astuce, entre guillemets, a consisté à lui retirer 1 litre de contenance. On passe de 20 litres sur la 1250 à 19 litres sur la 1300. Ah oui, là aussi, on ne peut pas dire que ça soit une réelle progression. Ce nouveau format de réservoir s'accompagne d'un très pratique espace de rangement sur la partie haute, un espace de rangement donc qui permet de glisser son téléphone et de le recharger en roulant grâce à une prise USB. On a parlé du moteur qui a reçu de profonds aménagements, à commencer par le déplacement de sa boîte de vitesse qui passe de l'arrière des bancs de cylindres sur le dessous. Ça a permis de raccourcir les axes de transmission au bénéfice de la compacité du moteur. Ce moteur, il est également plus compact grâce à un nouveau positionnement des chaînes de distribution. Ça a permis de limiter le décalage naturel des cylindres. D'un point de vue performance, la BM fait un bond en avant de 9 chevaux et de 6 Nm de couple pour afficher désormais 145 chevaux et 149 Nm de couple, des valeurs très conséquente. Cette évolution, elle a été acquise grâce à un réalésage. La machine gagne 46 cm3. Concrètement, le moteur devient un petit peu plus carré pour aller chercher de la puissance dans les tours. Les pistons donc sont plus gros et ils s'ébattent sur une course plus réduite. Le flat conserve par ailleurs sa distribution variable Shift Cam apparue sur les sportifs de la marque Alelis qui permet d'agir sur les cams pour booster le répondant sur toute la plage de régime. Ce dispositif permet également de jouer sur la conso. Je vous rappelle que lors de notre précédent dossier sur la R1250 GS, nous avions consommé 5,6 litres au 100 de moyenne. L'accroissement de ces performances se traduit là aussi sur la consommation. Autre axe d'amélioration, c'était la dotation d'équipement d'origine. Ce n'est un secret pour personne, BMW applique une surenchère dans sa politique d'options. La marque allemande a, semble-t-il, entendu ces critiques et a réagi
en intégrant désormais deux séries davantage d'équipements et de fonctionnalités. On a désormais deux séries, un dispositif de démarrage main libre, keyless. On apprécie également l'apparition de ces pare-mains. Auparavant, c'était en option sur la 1250. Autre équipement bien pratique, ce sont les poignées chauffantes. Par cette froide journée de début janvier où vous voyez au sol, il y a de la neige. Ce matin, il y avait moins 5 degrés. Clairement, l'arrivée des poignées chauffantes de série, c'est vraiment une nouvelle qui, à mon niveau, me fait très plaisir. La R1300 GS reconduit la même instrumentation TFT couleur que la précédente. C'est exactement la même, le même format, les mêmes fonctionnalités. Et on a toujours cette pratique molette multicontrôleur sur le commodo gauche. Autre fonctionnalité introduite désormais dans la dotation de série, eh bien c'est un régulateur de vitesse, bien vu, pour l'autoroute, ainsi qu'une assistance au freinage en côte. Ça était auparavant en option sur la 1250. Tout va bien dans le meilleur des mondes, donc? Non, car il y a encore de grosses lacunes d'équipement sur une moto de cet acabit et de ce prix. On pense notamment aux supports de valise qui sont toujours au rayon des options. On pense également au porte-paquets support de top caisse. On pense aussi à la béquille centrale et on pense également aux roues à rayons. Autre critique que Motonet voulait pointer du gant, c'est ce pare-brise. Il est en option. Alors pas à l'intégralité, je vous rassure, hein, BMW nous fait quand même pas l'affront de nous livrer une moto sans bulle. On n'en est pas là, pas encore. En tout cas, sur la version standard, que l'on reconnaît à son coloris blanc unique et ses jantes à bâton, nous avons ce qu'on appelle une bulle sport, donc qui est moins haute, moins enveloppante, qui ne comprend pas ces nouveaux déflecteurs là que vous pouvez voir sur le côté. Et du coup, on a une bulle d'origine qui est moins enveloppante, moins haute que sur le précédent millésime. Et pourquoi BMW a procédé de cette façon? Tout simplement pour diriger sa clientèle vers une nouvelle fonctionnalité introduite sur sa R1300, un pare-brise électrique. Voilà pourquoi la version d'origine est pourvue d'un plus petit pare-brise, ce plus petit pare-brise que vous pouvez retrouver également de série sur la version Trophy. Une version Trophy comme nous avons ici, reconnaissable à son coloris motorsport bleu, blanc, rouge du plus bel effet. Sauf que sur cette version Trophy que BMW France a mis à notre disposition, la filiale française a ajouté en option un pare-brise haut à réglage électrique, donc qui peut coulisser de cette façon, de façon d'ailleurs très silencieuse et de façon très simple depuis le commodo gauche grâce à une nouvelle touche dédiée. Allez, on termine avec un petit mot sur les parties ici. Je vous l'ai dit, des grosses évolutions au niveau du châssis et au niveau des trains roulants, eh bien, on reconduit, comme vous pouvez le voir, des roues du même diamètre, à savoir du 19 pouces à l'avant et du 17 pouces à l'arrière. BMW donc reconduit un terrain connu sur ce plan, tout comme il reconduit son train avant non conventionnel télélever. C'est un système avec un amortisseur central qui remplace une fourche traditionnelle télescopique et qui permet de dissocier les forces de freinage et de direction. Concrètement, ça permet de maintenir l'assiette à plat lors des freinages au bénéfice donc de la stabilité et ça évite effectivement ce phénomène de plongée sur l'avant. Ce télélever, il a été revu dans sa cinématique afin d'éradiquer ce phénomène de rigidification qui nuit au retour d'information, aussi bien parfois sur route lorsque ça chahute un petit peu que en tout terrain. À l'arrière, nous avons toujours un mono-amortisseur entièrement réglable et qui peut recevoir en option des suspensions à pilotage électronique, alors qui ne s'appelle plus ESA, comme c'était le cas jusqu'à présent sur les BMW, mais DSA pour Dynamic Suspension Adjustment. Autre évolution notable en 2024 sur cette R1300, c'est que le DSA agit également sur la raideur du ressort à l'arrière. Alors là, j'entends tout de suite certains d'entre vous dire « Ah non, non, mais là tu déconnes plein tube, la raideur d'un ressort c'est purement mécanique, on ne peut pas intervenir dessus. » Et vous avez parfaitement raison. En réalité, BMW a introduit une deuxième chambre à l'intérieur de la chambre de l'amortisseur arrière. Dans cette deuxième chambre, il y a un ressort et lorsque le circuit d'huile passe dedans, eh bien, il vient ajouter un effort supplémentaire. Voilà pourquoi BMW dit que son DSA agit sur la raideur du ressort alors qu'en réalité, il agit de façon détournée. Autre option nouvelle introduite par cette GS, c'est un variateur d'assiette, c'est-à-dire que ça permet de monter et descendre la moto sur 30 mm. Alors ça, c'est un dispositif qui est complètement dissocié des suspensions, qui fonctionne par voie hydraulique avec sa propre pompe et qui va en quelque sorte se gonfler et se dégonfler pour faciliter en fait l'accès à la moto. Passons maintenant à confrontation directe entre les deux générations de GS. Vous le voyez ici sur la 1250, une position relaxe, buste droit, bras tendu autour d'un large guidon, une selle confortable, bien dessinée, au galbe apte à avaler des kilomètres
sans aucun inconfort. Une moto où tout tombe sous la main au niveau des commodos. On regrette simplement que ces commodos ne soient pas rétroéclairés, mais sinon, il faut bien avouer qu'il n'y a pas beaucoup de fausses notes à déplorer. Sa protection est très bonne. La vie à bord, pour le pilote comme pour le passager, ne souffre pas de critiques. Les seuls petits bémols concernent son ergot de béquille latérale qui est un petit peu petit et aussi sa béquille centrale dans laquelle peut venir taper le talon. Au guidon maintenant de la R1300 GS, eh bien on retrouve justement ce guidon très large, facile à prendre en main. Et on retrouve une position toujours buste droit avec les cale-pieds dans l'aplomb. On s'aperçoit par contre rapidement que les jambes sont moins écartées par le truchement de ce nouveau format de réservoir. L'accessibilité y gagne. Je touche le sol beaucoup plus facilement sur cette nouvelle machine qui apparaît clairement plus compacte, plus menu. J'ai presque envie de dire, en exagérant un petit peu, plus roadster. Alors, on n'est pas sur l'avant, c'est une moto qui conserve des volumes, mais quand même, il y a un changement profond sur cette machine. On se sent moins en hauteur, moins écarté. En revanche, on retrouve finalement les mêmes commodos, hormis qu'il y a plus de fonctionnalités sur celui de gauche. Et on constate également que la selle et la partie arrière est un petit peu plus proche du conducteur, ce qui laisse supposer que pour les évolutions en duo, la nouveauté déploiera peut-être un petit peu moins d'agrément que sa devancière. Je vous parlais de la béquille, et bien au niveau de la béquille latérale, c'est toujours pareil, on a toujours un tout petit ergot qui est collé en plus sur le cale-pied. Par contre, pour la béquille centrale, BMW a installé un rabat qui permet justement de ne plus avoir le talon qui vient taper dedans. R1300 GS, R1250 GS, qu'en est-il de la bande son? Bien, on écoute ça tout de suite. On observe au passage que le silencieux de la 1300 a considérablement évolué. Il est plus petit, plus compact et le dispositif de dépollution a été déplacé vers l'avant. Et ça concourt à améliorer la qualité perçue puisque désormais les valves nécessaires à l'échappement pour la dépollution sont mieux dissimulées sur la machine. Donc c'est plus joli à l'œil. Puisqu'on parle d'œil et de finition, eh bien cette R1300 répond aux standards habituels chez BMW. Rien ne dépasse, les ajustements sont excellents, les traitements de surface semblent durables, les câbles sont bien passés. Allez, autour de la 1250 maintenant. Alors vous le voyez, la 1250 elle est équipée d'un échappement optionnel à Krapovic qui renforce sa sonorité grondante. Néanmoins, clairement, à l'oreille, on entend une différence entre les deux générations de Flat Twin. L'ancien modèle est beaucoup plus grondant. Il est plus présent, un petit peu trop, et c'était, souvenez-vous, un des reproches que Motonet lui adressait. Donc, c'est un reproche que BMW a, semble-t-il, entendu, puisque sa nouvelle R1300 GS se montre plus discrète. Vos voisins apprécieront également votre passager qui en prenait quand même plein les oreilles sur la précédente version. On laisse la 1250 de côté, on se concentre exclusivement sur cette 1300 GS. On rentre dans le vif du sujet avec une belle enfilade viroleuse qui permet de reprendre ses marques assez facilement. Je dis bien reprendre ses marques parce qu'effectivement, on retrouve ce toucher de route typique de la saga GS avec beaucoup de sérénité sur l'angle et une mise sur l'angle justement qui nous apparaît plus évidente que sur l'ancienne version grâce évidemment à ces 12 kg de gagné, grâce aussi aux modifications sur la partie cycle. Ah ouais, un virage en descente tout humide alors que le thermomètre indiquait encore de température négative il y a quelques heures. Eh bien ça passe en confiance avec cette BMW, en confiance sur son train avant qui effectivement octroie des remontées d'informations un petit peu plus directes, un petit peu plus franches. Les déambulations là dans des petites rues sinueuses permettent de mettre en évidence justement ce gain d'agilité que permet cette perte de poids, la 1300 GS. Ça c'est vraiment frappant à très basse vitesse et beaucoup plus alerte que l'ancienne. Donc ça c'est bien pour les manœuvres à faible allure, c'est bien pour les parties viroleuses, c'est bien aussi pour les manœuvres moteur coupé où ce gain de poids se fait ressentir, et c'est bien aussi pour le tout-terrain où nous avons également posé nos roues durant cet essai. Je vous disais donc beaucoup de confiance au guidon de cette machine, une position comme on a pu le voir tout à l'heure avec la 1250 plus incrustée sur la moto,
On a la sensation de davantage faire corps avec la moto, notamment au niveau des cuisses. L'ergonomie, une fois de plus, est très réussie sur la GS. La moto est confortable, on a une super protection avec ce pare-brise, qui, comme je vous l'ai dit, c'est une version haute optionnelle, qui comprend également ces déflecteurs que vous voyez ici. La tête, le buste, les épaules, tout est déventé. Et comme sur les précédentes générations, le galbe du réservoir permet de mettre une grande partie des cuisses à l'abri, alors que l'architecture moteur à plat du bicylindre porte de la protection supplémentaire aux membres bas. Il n'y a évidemment que les pieds qui restent exposés. Alors ça, je peux vous dire, je l'ai senti parce que lorsque j'ai ramené la moto du parc presse à chez moi, j'ai affronté une averse de neige sur l'autoroute. Le thermomètre m'indiquait moins 4 degrés, je ne fais pas de dessin, c'était la grosse caillante. Il n'y a que au niveau des pieds que j'ai ressenti vraiment ce froid mordre. Pour le reste, j'étais comme dans un cocon, avec les poignées chauffantes en plus, 2 séries. On est assis sur une selle bien dessinée, dont le format est cependant un petit peu plus étroit que sur la précédente génération. Et le maintien nous apparaît également un petit peu plus ferme. Le moelleux de l'assise est un petit peu moins canapesque, si j'ose dire, que sur la précédente génération. Et finalement, c'est assez logique, puisque c'est la contrepartie justement de cette accessibilité qu'a voulu développer BMW. Allez, une nouvelle série de virages où là, on s'amuse à placer la moto uniquement d'une pression sur le repose-pied. C'est l'enfance de l'art. Merci au centre de gravité placé très bas que permet le moteur Boxer avec ses cylindres à plat. Merci aussi une répartition des masses optimale sur cette version. La moto est auto-stable dès les premiers km/h et n'oppose aucune résistance à la mise à l'angle. Elle ne résiste pas, elle n'amplifie pas l'ordre. C'est une machine vraiment incroyablement facile à prendre en main compte tenu de son gabarit et de son poids. Comme vous avez pu le voir, la route elle est tantôt sèche, ensoleillée, tantôt à l'ombre, mouillée, voire par endroits verglacée. Autant dire que dans ces conditions, la machine a intérêt à répondre au doigt à l'œil, et c'est le cas sur cette GS. Avec une absolue confiance, on retrouve là la marque de son train à vent non conventionnel Telelever, qui apporte justement ce placement en courbe très stable du fait d'un contrôle de l'assiette. C'est-à-dire que la moto elle ne plonge pas, là vous voyez, regardez, je suis sur l'angle, le virage il est gras, je freine, et la moto elle bouge pas. Et sur cette Tressan, ce qui est intéressant, c'est que le Telelever a été retravaillé pour moins filtrer les informations, parce que c'est vrai que les générations antérieures, on savait toujours que ça passait, on savait qu'on pouvait rentrer en courbe très très fort avec beaucoup de freins, que l'assiette serait contrôlée, que le train avant ne se déroberait pas. En revanche, on ne sentait pas exactement ce qui se passait sous la roue de 19 pouces. Et bien là, avec cette nouvelle génération, il y a un progrès en la matière. Alors ce progrès, il est perceptible là sur la route, mais il est surtout perceptible en tout terrain, et où on a pu se rendre compte que les réactions du train avant de la machine, qui jusqu'ici étaient assez sèches sur les gros obstacles, là, on a une forme d'absorption un petit peu plus arrondie, qui évoque davantage une fourche traditionnelle, qui profite, une fourche traditionnelle, de ses ressorts pour enrober l'obstacle. Résultat des courses, eh bien la BMW renvoie des sensations beaucoup plus naturelles, avec toujours les bénéfices de son placement en courbe instinctif, toujours également les bénéfices de son excellent freinage, qui devient cette année entièrement intégrable. Donc ça veut dire qu'on actionne l'arrière et ça actionne l'avant, et ça se ressent, parce que là vous voyez, hop, j'actionne l'arrière et hop, la moto elle pique un petit peu du nez, ce qu'elle faisait pas auparavant. Je vous parlais des freins. Alors, des étriers radio 4 pistons à l'avant, ça mord fort, il y a de la puissance, il y a du dosage, on a des durites renforcées, donc aucun problème d'échauffement. L'arrière se montre aussi très très puissant, avec une pédale qui est bien placée, aussi bien en position assise qu'en position debout en tout terrain. Comme sur la version précédente, on a plusieurs modes de conduite, actionnables en roulant, sans débrayer. Ces modes, ils vont jouer sur la cartographie d'injection, ils vont jouer aussi sur la sensibilité de l'ABS et du contrôle de traction, ainsi que sur celui du frein moteur. Et lorsque vous en êtes équipé, ces modes vont jouer aussi sur les suspensions à calibrage électronique, qui, je vous l'ai dit, cette année évoluent. On voit avec quelle facilité là on négocie des tournants serrés. C'est la même facilité avec laquelle on va faire demi-tour, parce que la moto braque très très fort et de façon très évidente, là encore grâce à son équilibre et son centre de gravité placé très bas. Donc ces suspensions, elles se montrent confortables en mode road et beaucoup plus fermes en mode dynamique. On retrouve les grandes caractéristiques de l'ESA.
On n'a pas ressenti de différence fondamentale. Elle était déjà redoutable en amortissement. La 1300 ne la distance pas considérablement sur ce point. On parle mécanique maintenant avec ce nouveau flat tune. Alors ces changements, ils se traduisent par une bande son plus discrète au ralenti, mais dès qu'on accélère un petit peu, hop, on retrouve le vrombrissement caractéristique du flat tune. La contrepartie, c'est que comme le volume sonore est inférieur, ça dissimule un petit peu moins les bruits mécaniques que laisse échapper le moteur, notamment les cliquetis de distribution et cette espèce de sifflement aussi qu'on serait bien tenté d'imputer à la distribution variable. Résultat, eh bien, ces bruits sont davantage perceptibles lorsqu'on évolue tout en bas du contour dans une agglomération. Alors lorsqu'on évolue tout en bas du contour, justement, je vous en fais la démonstration, on retrouve avec bonheur toute l'élasticité du flat twin. Moi je vous cache pas que j'avais un petit peu peur au vu du changement de cote du moteur, que le moteur soit moins souple. Eh bien regardez, là je suis en 4e, je touche pas les gaz, à même pas 1500 tours. Je réaccélère avec l'accélérateur ride-by-wire et la moto repart sans un soubresaut, sans un hoquet, sans un cognement. Et regardez un peu, elle repart très très fort, hein. BMW a très bien joué le coup puisqu'ils ont réussi à donner plus de performance au moteur sans détériorer son répondant tout en bas du contour. En revanche, là où il y a une différence par rapport à l'ancien modèle, c'est au cap des 4-5 000 tours où on a un pic d'énergie supplémentaire qui n'était pas présent sur l'ancienne génération. Là, je suis à 4000 tours, j'accélère. Vous voyez comme elle bondit en avant là. On retrouve cette poussée au bas régime, sauf que il y a un renforcement très net à 4-5 000 tours. Résultat des courses, ça lui donne un comportement plus sportif et ça peut aussi quelque part donner l'impression que la moto est moins remplie dans le premier tiers du contour. Mais en fait, c'est surtout qu'il y a une démarcation qui s'exerce là au mi-régime et qui fait que la moto galope avec une hargne quand même assez considérable jusqu'aux 9000 tours de la zone rouge. Le tout sans aucun temps mort, le tout en revanche avec des grésillements et des vibrations. Ah oui, qui sont apparus, alors ça on les ressent aux alentours de 3500 tours, ça commence à apparaître dans le guidon, ça s'étend au repose-pied, c'est pas ultra dérangeant, mais il faut savoir que à 130 km/h en 6e, vous êtes justement à 4300 tours, donc quand même dans cette zone vibratoire si j'ose dire. Puisqu'on parle de régime et de vitesse, sachez que la moto circule à 90 km/h en 6e à 3000 tours, la preuve en image. Et vous voyez là, je suis à 2005, je réaccélère et ça repart avec franchise, sachant que là je suis en mode road, hein, donc qui est le mode intermédiaire. Au-dessus il y a le mode dynamique qui offre un répondant plus instantané. Je ne l'ai pas énormément utilisé ce mode dynamique, pourquoi? Parce que déjà les conditions font que j'avais besoin d'un petit peu plus de souplesse d'amortissement et aussi parce que l'accélérateur ride-by-wire se montre très sensible et en mode dynamique rien brutal. Alors sans doute que cette sensation est due aussi aux conditions météo qui font qu'on est à l'affût de la moindre réaction de la moto, mais n'empêche, certains font preuve d'un tout petit peu plus de progressivité. Passons à la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, je vous l'ai dit, qui a changé de disposition. Ici, assisté du shifter optionnel double effet. Les bénéfices sur la boîte de vitesse de ce nouveau positionnement sont pas particulièrement perceptibles. J'entends par là que la boîte BMW fonctionne bien, les rapports s'enclenchent correctement, elle est bien étagée. En revanche, c'est ni la plus douce ni la plus rapide du marché. Sur ce point, transmission, bon, la R1300 GS, elle peut encore progresser. On a l'impression en revanche d'avoir un embrayage qui lui se montre raisonnablement doux, facile à gérer. Au niveau du train arrière, alors on a toujours une transmission finale par arbre cardan, je vous l'ai dit, ce cardan il est totalement transparent, pas d'effet ascenseur, pas de claquement intempestif, carton plein donc pour cette transmission qui offre plein d'avantages en termes pratiques. Le seul bémol introduit sur cette nouvelle GS, c'est que jusqu'à présent, le cardan sur les GS était garanti à vie sur la moto. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il est désormais considéré comme une pièce d'usure par BMW qui a inclus dans son plan d'entretien un changement à la charge du client tous les 80 000 km. Interrogé par Motonet, la filiale française se défend en disant que face à l'accroissement des performances du flat, ils se sont rendus compte qu'il y avait parfois des casses de cardan, notamment lors d'une utilisation intensive. Train arrière toujours, la GS offre justement beaucoup de motricité. Sur la route, on n'a aucune dérobade à déplorer, malgré la forte patate du flat. Même lorsque les 149 Nm de coupe s'expriment à plein, le pneu tient parfaitement ses engagements.
La GS peut en montrer à beaucoup d'autres motos lorsqu'on la pousse dans ses retranchements. C'est assez stupéfiant. Alors ces pneus au profil routier, évidemment, lorsqu'on a emmené la moto en tout terrain, sachant que le sol en plus était gelé, et là, là la motricité forcément elle a commencé à faire défaut. On a gardé cependant un très bon contrôle du train avant, et il faudra se tourner vers des pneus beaucoup plus cramponnés pour des excursions un peu plus musclées, des excursions off-road où le poids de la moto viendra quand même se rappeler à vous. Tout terrain où on apprécie sa disposition moteur pour deux raisons. La première, c'est pour ce centre de gravité placé là, je vous l'ai dit, qui lui apporte beaucoup de maniabilité. Ça, là-dessus, ses concurrents ne peuvent pas vraiment s'aligner. Et en plus, ces cylindres qui ressortent comme ça sur le côté, l'avantage, c'est que lorsque vous faites tomber la moto à l'arrêt, la moto, elle est posée sur son cylindre. Résultat, c'est un effort en moins pour la redresser. Ouais, c'est pas grand chose, mais ça fait la différence, surtout si par malheur vous seriez amené à faire tomber la moto plusieurs fois de suite. Bon, je vous le conseille pas parce que d'une part, la masse de la machine est quand même là, et d'autre part, la R1300 GS, elle n'est pas donnée. 20 690 € dans sa version standard, beaucoup plus pour cette version Trophy tout optionnée que BMW France a mis à notre disposition. Franchement, à ce prix-là, ça donne pas vraiment envie de la faire tomber contre un rocher ou sur une souche. On parlait de ses rivales, passons maintenant en revue justement la concurrence de cette R1300 GS. Commençons par la Ducati Multistrada V4 avec un moteur 4 cylindres en V, donc de 1158 cm3, 170 chevaux pour l'italienne, c'est la plus forte puissance de notre panorama, 125 Nm de couple et un poids de 240 kg. La Ducati Multistrada V4 démarre à 20 490 €. Ce qu'on peut retenir avec la Ducati, c'est qu'elle a un moteur épatant. La marque de Bologne est parvenue à domestiquer son V4 qui, à l'origine, était dévolu à ses Superbike, et ils en ont fait un monstre de douceur, d'agrément et malgré tout de performance. Et il y a aussi une très belle homogénéité sur cette Ducati, un bon châssis, un confort et un agrément général de premier plan. Bref, la Ducati, c'est un choix qui est loin d'être idiot pour venir concurrencer la BM. On continue avec la Harley-Davidson Pan America. Mais si, la marque américaine fait un trail méconnu et pourtant un excellent trail avec un V2 de 150 chevaux. Si, j'insiste encore, un moteur qui a beaucoup de punch, qui a en revanche moins de disponibilité à bas régime. C'est un moteur joueur, mais qu'il faut aller chercher un petit peu dans les tours. C'est une moto qui est très bien née avec un bon châssis, une bonne partie cycle, un centre de gravité un petit peu plus élevé, un côté un peu plus pâteau, la desserve évidemment lors de comparaison directe avec la BMW. N'empêche que cette moto de 245 kg s'affiche à 19 190 €, soit sous la barre des 20 000 € que la plupart de ses concurrentes franchissent allègrement. Autre concurrente frontale à la GS, c'est la Honda Africa Twin, la 1100 avec son bicylindre parallèle de 1084 cm3. Une moto que, à l'époque, Honda a voulu comme un retour aux sources sans aller dans la surenchère, l'escalade de puissance. Et ça se ressent sur la fiche technique avec seulement 102 chevaux et 112 Nm de couple. Dans les faits, c'est suffisant. La Honda a de l'énergie, même si évidemment, avec un passager, des valides, la moto fortement chargée à l'assaut de route avec beaucoup de relief, ses performances en retrait se feront sentir. L'Africa Twin en version Adventure Sport pèse 253 kg et coûte 19 599 €. Je rappelle que l'Adventure Sport, c'est la version un petit peu plus équipée, davantage parée pour les grandes excursions. Donc, il y a plus de points communs, on va dire, avec la R1300. Mais Honda propose aussi une Africa Twin standard qui se veut, elle, un petit peu plus baroudeuse, un petit peu plus simpliste dans son équipement, mais qui présente l'avantage d'une, d'être moins lourde, 231 kg, et deux, d'être moins chère à 14 900 €. Donc, ça fait quand même un produit d'appel très intéressant chez Honda. On poursuit ce panorama avec la Kawasaki Versys 1000. Alors, la Kawasaki Versys 1000, c'est un cas à part, si j'ose dire, tout simplement parce qu'il s'agit davantage d'un roadster rehaussé qu'un trail. La base, je le rappelle, c'est le moulin 4 cylindres en ligne de la Z1000. Donc, bien sûr, c'est pas exactement les mêmes trains roulants, mais clairement, la philosophie est exclusivement routière sur cette Versys. Preuve en est, c'est la seule à être équipée en roue de 17 pouces avant-arrière, quand la plupart de ses rivales sont en 19 et 18 pouces, voire en 21 à l'avant
pour, par exemple, la Honda Africa Twin dont je vous parlais. Cette Versys, elle vous propose un 4x4 de 1043 cm3 qui développe 120 chevaux et 102 Nm de couple, avec beaucoup de bonnes caractéristiques de 4 cylindres en ligne. Je dis bien bonnes, parce que c'est un moteur qui n'est pas creux, malgré son architecture, qui au contraire a beaucoup de coffre, beaucoup d'allant et qui propose donc cette énergie dans les tours. C'est une moto qui du coup est assez lourde, 253 kg. En revanche, là où elle met tout le monde d'accord, c'est au niveau du prix, puisqu'elle démarre à 12 949 €. Cette somme grimpe à 17 800 € en version SE, c'est-à-dire avec davantage d'équipements et les suspensions électroniques. Vient ensuite la KTM 1290 Super Adventure. Alors là, on est vraiment sur de la concurrence frontale. KTM, ils ont jeté toute leur force dans la bataille et ils s'y prennent plutôt bien, les Autrichiens, avec leur 1290 Super Adventure S. Une moto qui est animée par le V2 maison de 1301 cm3, donc 1 cm3 de plus que la GS. C'est une moto qui du coup propose beaucoup de couple, 138 Nm, 160 chevaux aussi pour cette mécanique qui a du répondant, ça on peut vous l'assurer, à défaut d'avoir la rondeur, la souplesse de certaines de ses rivales, à commencer par la GS. La machine est annoncée à 220 kg à sec, vous pouvez rajouter une bonne vingtaine de kilos avec les fluides, et elle s'affiche à 21 750 €. Vient ensuite la Suzuki V-Strom 1050 avec là aussi son V-Twin de 1037 cm3. C'est celui de feu, la TL1000, oui, ça nous rajeunit pas. C'est un moteur qui a conservé de solides qualités, de l'agrément également, mais qui, au fil des années, commence à souffrir de la comparaison directe avec les plus perfectionnés, les plus modernes des mécaniques de ses adversaires. La Suzuki développe 107 chevaux et 100 Nm de couple. On voit en termes de performance qu'elle n'est pas exactement classée à la même enseigne. Reste que c'est un choix super cohérent, la Suzuki, parce qu'elle est hyper équilibrée. C'est une machine qui se prend facilement en main, qui répond présent dans tous les critères. Et c'est une moto qui, soit dit en passant, est passée en 21 pouces cette année à l'avant dans sa version DE. Donc, pour lui donner un côté plus baroudeuse, la Suzuki pèse 252 kg dans sa version DE, qui s'affiche à 15 999 €, sachant qu'il y a une version SE, davantage routière, avec une roue de 19 pouces à l'avant, qui est également au catalogue. On termine ce panorama des concurrentes de la GS alors que l'obscurité s'installe et que les batteries de mon micro viennent de me lâcher, d'où ce changement de cadrage. On va aller droit au but pour la dernière rivale de la GS, à savoir la Tiger 1200 de chez Triumph, une moto propulsée par un 3 cylindres de 1160 cm3, 150 chevaux et 130 Nm pour l'anglaise et 240 kg à la pesée. De gros efforts ont été faits par Triumph sur ce point, sachant que c'est la seule rivale de ce panorama à partager avec la BMW une transmission par cardan. La Triumph s'échange à 19 199 €, sachant qu'elle possède une superbe finition et une très sérieuse dotation de série. Elle se décline en de multiples versions, GT, Rallye, il y en a pour tous les goûts et c'est une machine qui est désormais très bien aboutie après s'être cherchée dans les premières années, à l'époque où quand elle a été lancée, elle singeait beaucoup la BMW quand elle s'appelait Explorer 1200. Que peut-on conclure de cet essai de la nouvelle R1300 GS de BMW? Eh bien que sans véritable surprise, c'est un millésime réussi qui coche beaucoup de cases pour reconduire sa suprématie sur le genre trail. À la question de savoir est-ce que cette R1300 GS est meilleure que la R1250 GS, oui, fondamentalement, elle est meilleure. C'est vrai, elle est plus dynamique, elle est plus accessible, on est mieux installé à son guidon, même si nous avons remarqué que sa selle est un petit peu plus ferme, un petit peu plus étroite que la génération précédente. Mais effectivement, la moto a évolué dans le bon sens sur les deux points que nous avions souligné l'année dernière, à savoir donc le poids, l'équipement. Au niveau de l'évolution tarifaire, je rappelle que la moto a pris 800 € par rapport à 2023. On peut pas dire qu'il est vol, étant donné les améliorations apportées, tant mécanique, partie cycle, même si on continue à regretter certaines lacunes d'équipement qui nous paraissent impardonnables sur une moto de ce niveau. Cependant, la comparaison entre les deux générations est délicate dans le sens où cette nouvelle R1300 GS change de visage ainsi que d'orientation. Alors, je dis le visage, évidemment, par rapport à sa face avant qui a quand même considérablement changé. Il y a un format aussi plus compact. Et cette sensation, justement, on le ressent aussi avec ce nouveau moteur plus dynamique. Ça va plaire à certains, d'autres peut-être vont rester un petit peu dubitatifs. Le fait est que c'est bigrement efficace et le fait est qu'effectivement, cette moto du centenaire BMW marque une rupture franche avec les modèles précédents. Nous verrons si cette stratégie sera couronnée de succès. Mais après ce premier essai, le journal moto du net se dit que c'est quand même bien engagé pour BMW.